Pour nous, c'est pas important de préciser l'origine du handicap. Mais une personne qui est dans une situation telle qu'elle est lourdement handicapée, que ce soit par rapport à une maladie physique, que ce soit par rapport suite à un accident, avec le mot neuromoteur, mais par rapport aussi à des déficits innés de naissance avec lesquels la personne est née, qui ne sont pas, en fait, véritablement des handicaps neuromoteurs. La notion d'handicap, je le répète, puis c'est ce que plusieurs groupes nous ont mentionné, c'est un concept qui est très, très large. Ça ne fait pas consensus sur le fait de mettre seulement la notion d'handicap, seulement la notion d'handicap neuromoteur. On va avoir l'occasion d'en discuter là, durant les consultations particulières. Alors, ces consultations sur l'élargissement de l'aide médicale à mourir se poursuivront au cours des prochains jours. Est-ce que la loi prévue va assez loin ou pas? 2 critères à examiner. C'est bien sûr les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, quelles seront les balises, puis aussi le fameux élargissement, reconnaissance que des handicaps peuvent donner ouverture à l'aide médicale à mourir, mais Québec insiste pour dire handicap neuromoteur grave, ce que ne fait pas actuellement le droit canadien. Alors, ça fait débat. J'en ai parlé tout à l'heure avec Mme Véronique Yvon et je vais également m'entretenir tout à l'heure avec Alain Naud du Collège des médecins et David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de Montréal. Mais d'abord, écoutons l'entretien que j'ai eu avec Véronique Yvon. Madame Yvon, bonsoir. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Alors, vous avez poursuivi votre mandat qui a fait de vous une marraine de cette, on peut dire, révolution au Québec, hein, avec les soins de fin de vie, une nouvelle avancée. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, au cours des prochains jours également, on va réfléchir à la manière d'ouvrir davantage cette loi-là. Plusieurs personnes vont être entendues, des opinions divergentes aussi. Vous avez exprimé les vôtres aujourd'hui. On va retenir, si vous voulez bien, 2 aspects. On ouvre la loi pour notamment permettre le consentement anticipé, notamment dans des pertes cognitives. On pense à la maladie d'Alzheimer. Évidemment, il y a la question des neuromoteurs, des handicaps neuromoteurs graves, et on exclut évidemment la question de la santé mentale. Mais restons sur l'ouverture pour la déclaration anticipée. Quelles sont vos attentes? Bien, d'abord, je pense que c'est une avancée humaniste réelle, significative, qui va pouvoir éviter des fins de vie extrêmement souffrantes et extrêmement difficiles. Et je pense que le projet de loi, globalement, il y a encore du travail à faire, mais globalement, arrive au bon équilibre entre respecter la personne, son autonomie qu'elle va pouvoir avoir exprimée après avoir eu un diagnostic dans une demande anticipée claire, accompagnée par un professionnel et bien encadrée, et la protection des personnes vulnérables. Et parce qu'il faut toujours faire attention aussi aux messages qu'on envoie quand on donne de telles ouvertures, qu'il n'y ait pas un sentiment de déshumanisation, que dès lors qu'on perd son aptitude ou qu'on a une maladie neurodégénérative, que l'on est quelqu'un qui a moins d'importance. Au contraire, je pense que l'idée, c'est de donner toute l'importance aux personnes qui vivent avec ce type de maladie pour que leur volonté, les souffrances qu'elles pourraient traverser soient prises en compte. Et que dire des conditions, des critères? Sont-ils suffisants pour vous en ce moment? Je pense que l'encadrement, globalement, est solide. On prévoit clairement dans la loi qu'il faut qu'il y ait une rencontre, une concomitance entre le fait que la personne va avoir décrit à l'avance les souffrances qu'elle peut envisager et qui seraient, selon elle, intolérables, et ce qu'elle va vivre au moment où elle va perdre son aptitude et qu'elle traverserait des souffrances importantes. Et je pense qu'en ayant ce double critère-là, cet examen-là par l'équipe soignante, on s'assure qu'on va toujours respecter au moins les critères qui sont actuellement ceux qui s'appliquent pour une demande de quelqu'un qui est apte, qui, par exemple, a un cancer, qui ne pourrait pas, par exemple, projeter et dire oh, « Mon Dieu, je veux avoir l'aide médicale à mourir tout de suite, même si j'ai pas de souffrance, au cas où j'en ai un jour. » Évidemment, pour la demande anticipée, il faut être dans cette même logique. On ne pourrait pas avoir une protection moindre pour les personnes inaptes que pour celles qui sont aptes. Oui, en même temps, on a entendu aujourd'hui, même hier, dans nos reportages, des gens qui disaient « mais si la personne, au moment de réaliser l'aide médicale à mourir, semble résister à la fameuse piqûre, etc. » Et puis il y a peut-être les proches aussi qui disent « ben
il y a un Alzheimer heureux. Alors, comment savoir? Mais est-ce qu'il est davantage important de respecter le choix éclairé, bien consenti de la personne au moment où elle a fait son choix après avoir reçu un diagnostic? C'est une énorme question éthique et philosophique et je pense qu'il faut trouver l'équilibre entre le respect de l'autonomie de la personne et le respect des critères de la loi, ce qu'on s'est donné depuis les années 2010, c'est-à-dire qu'il y ait une maladie grave incurable, un déclin avancé et des souffrances constantes. Parce qu'une personne peut anticiper que sa vie va être terrible, mais finalement, dans l'évolution de sa maladie, ça se peut qu'elle ne soit pas dans des souffrances et ça se peut que ce qu'elle anticipait comme étant terrible ne sera pas si terrible. D'où l'idée, pas de ne pas respecter la personne, il faut la respecter, mais de s'assurer que ces souffrances-là sont présentes au moment où elle aura perdu son aptitude. Pour ce qui est de la question du refus, moi, je pense qu'il faut distinguer entre un refus. Pour que ce soit un refus, il faut que la personne soit apte. Si c'est une manifestation liée à sa maladie, comme c'est prévu dans la loi, parce que dès qu'on s'approche d'elle, qu'importe que ce soit une prise de sang, un soluté, elle a des réflexes, je pense qu'une manière de s'en sortir, c'est de jumeler ce qui est écrit dans la loi et que la personne puisse le prévoir à l'avance, que dans une situation comme celle-là, elle voudrait qu'on procède. Maintenant, l'autre aspect, puis on va y aller rapidement sur la dimension pour les problèmes neuromoteurs graves qui est ajouté à la loi. Donc, et c'est quand même Jean Truchon et Nicole Gladu qui ont gagné une grande victoire en cours, qui ont pu avoir accès, dans le cas de M. Truchon, à l'aide médicale à mourir, même si la loi n'avait pas été modifiée. Il y a débat ici qui se fait. Quelle est votre préoccupation pour l'introduction du critère de neuromoteur grave? En fait, c'est un nouveau débat au Québec. Vous savez, notre tradition, on va toujours au fond des choses. Généralement, on a toujours eu des commissions spéciales transpartisanes pour regarder chaque nouvel enjeu. C'est ce qu'on a fait avec la demande anticipée, avec les troubles mentaux, de manière la base au tout début, et on ne l'a pas fait pour le handicap. C'est pour ça que moi, mon propos aujourd'hui, c'était de dire il faut aller au fond des choses, il ne faut rien escamoter, il ne faut pas qu'il y ait d'automatisme. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce pacte avec les Québécois qu'on irait toujours retourner chaque pierre à chaque fois qu'il y a un nouveau débat, qu'il n'y aurait pas d'automatisme. Et je pense que c'est important d'éviter le piège de l'harmonisation complète sans se poser de questions sur le fond des choses avec le Code criminel. Je comprends tout à fait le point de vue des médecins qui disent hey, pour nous, là, dans la pratique, ça serait vraiment plus simple. Je le comprends. Mais le rôle des parlementaires dans un débat aussi sensible, c'est de faire l'agrégation de toutes les préoccupations et de voir où se situe le consensus. Et quand on parle de handicap, puisque, comme vous le dites, le jugement Gladu-Truchon est venu enlever le critère de fin de vie, ça veut dire qu'on est dans des situations complètement différentes où des jeunes, par exemple, qui, après un accident sportif de la route, perdent l'usage de leurs jambes, pourraient se qualifier s'ils ont des souffrances persistantes, qu'elles soient psychiques ou physiques. Même chose, je vous donne l'exemple d'une pianiste qui perdrait l'usage de ses mains et qui dirait, pour moi, ma vie n'a plus de sens parce que c'était le seul sens de ma vie de jouer du piano. Je pense que c'est important de comprendre comment on veut le définir, jusqu'où on veut aller pour que la société avance ensemble, parce que ces débats-là au fédéral ne se sont pas faits avec cette profondeur-là quand ils ont tout simplement appliqué Gladu-Truchon et qu'ils ont enlevé le critère de fin de vie. Le mot handicap était là. Dans les faits, c'était dans un contexte de fin de vie et c'est tout autre chose quand ça saute. Donc, il faut juste être conscient, je pense, de la profondeur du débat que ça implique et de le faire correctement. Merci, Mme Yvon. Merci. On continue la réflexion et le débat. Oui. Merci. On va poursuivre après la pause sur ce sujet avec les docteurs Alain Naud et David Lucier. Restez avec nous.